Merci beaucoup, Yves. Je suis très heureuse que vous m'ayez invitée. 4 ans, ça passe déjà trop vite. Oui, ça passe trop vite parce que quand on aime faire quelque chose, c'est vrai qu'on ne voit pas le temps passer. Et de toute façon, en général, vous avez remarqué, Yves, les bonnes choses passent toujours trop vite. Voilà. C'est bien Et les malheureux. mauvaises choses ne passent jamais assez vite. Voilà. Juste et avant, bon, on ne va pas dresser une sorte de bilan de votre passage dans la région, mais surtout, et d'abord, on va commencer par être responsable des services culturels du consulat de France dans la Nouvelle-Angleterre, c'est pas seulement Boston. Qu'est-ce que Absolument. cela implique comme travail? Alors, ça implique un travail très particulier qui est peut-être assez différent de ce que les gens s'imaginent. Vous savez, dans le réseau des services culturels du ministère des Affaires étrangères français, il y a des configurations qui sont très différentes. Vous avez notamment des villes où le service culturel gère un endroit, gère un centre culturel. Et dans ce cas-là, il y a évidemment un rôle de programmation qui est très important. Euh, Également, vous avez aussi des cas comme notamment, je pense, au Québec, dans un pays francophone, dans les pays francophones, où vous pouvez faire venir des spectacles en français sans se soucier du problème de la traduction, ou des auteurs, ou des intervenants. Et là encore, les choses sont très différentes parce que, évidemment, il est beaucoup plus facile de programmer des événements et de trouver des programmateurs intéressés. Dans une ville comme Boston, ça n'est pas vraiment le cas, puisque évidemment c'est une ville d'une part où on parle l'anglais et où le français, malgré tout, malgré la très importante communauté haïtienne de Boston, et pas seulement haïtienne d'ailleurs, parce qu'il y a aussi beaucoup d'autres nationalités qui parlent le français. Malgré cela, c'est une ville qui reste extrêmement anglophone, et même la région de Nouvelle-Angleterre, même si elle a un fort héritage francophone, Francophone, c'est ça. avec évidemment notamment les héritiers des Acadiens et aussi des Québécois qui sont venus à la fin du 19e siècle. Malgré tout, on est quand même dans un environnement très anglophone. Alors nous, on est un tout petit service. Il y a juste 3 personnes au service culturel. Nous sommes intégrés au consulat où il y a à peu près un petit peu moins de 20 personnes au total, et où il y a également un service scientifique de 3 personnes et une chancellerie qui s'occupe des affaires de visa, passeport, enfin le rôle traditionnel d'un consulat. Donc dans la mesure où nous sommes simplement 3 pour couvrir la totalité de la Nouvelle-Angleterre, moins le Connecticut, et également la totalité des sujets culturels, éducatifs et universitaires, et dans la mesure où nous n'avons pas de lieu, nous sommes simplement logés dans des bureaux que vous connaissez, Yves, vous êtes venu nous voir souvent, eh bien, notre rôle, il ne peut pas vraiment être un rôle de programmateur, de gestion d'espace. Alors, moi, j'ai tendance à dire, bon, c'est un petit peu une boutade, mais j'ai tendance à dire que nous sommes des entremetteurs. En anglais, on dit matchmakers. C'est ça. C'est-à-dire que nous essayons de faire en sorte que toutes les énergies francophiles et francophones qui existent, il y en a beaucoup. Vraiment, moi, j'étais absolument émerveillée par la francophilie des personnes de Nouvelle-Angleterre, de l'attachement, l'admiration pour le français, ou l'attachement pour le français, c'est très net. L'envie de France, je dirais, l'envie de France et l'envie de francophonie, elle est très forte ici. Donc toutes ces énergies, il faut les fédérer. On a aussi la chance, il faut le reconnaître, d'être dans un pays qui est relativement aisé, riche, où il y a des ressources. Et donc, il y a des projets qui émergent. Et donc, notre rôle, c'est quoi? C'est de repérer ces projets qui émergent et puis de jouer un rôle de relais par rapport à la France, par rapport aux services culturels qui sont à New York. Et nous sommes susceptibles d'apporter, certes, une petite aide financière, mais en fait, ce n'est pas le principal. Notre budget est très faible ici. Nous sommes finalement en mesure de jouer un rôle de relais, c'est-à-dire de permettre au projet de trouver les bons relais en France pour se développer. Inversement, quand il y a des tournées qui sont organisées par New York, de trouver le bon partenaire ici pour que la tournée se passe bien ici. Et puis, alors ce que j'adore le plus, c'est que quand je mets en relation des partenaires qui sont d'ici et qui ne se connaissent pas forcément et qui commencent à travailler ensemble au service de la culture et de la langue française. Et finalement, comment vous travaillez avec d'autres pays de la francophonie? Alors, nous travaillons, évidemment, comme vous le dites très justement,
notre métier, c'est de travailler avec le maximum de partenaires. Et évidemment, les autres consulats ou associations liées à la francophonie sont des partenaires extrêmement importants pour nous. Alors évidemment, il y a la délégation du Québec, qui est un gros partenaire, mais aussi le consulat général du Canada. Également Swissnex, alors la Suisse n'est pas seulement un pays francophone, mais elle est très attachée à la francophonie et donc elle a une représentation ici. Et puis, nous travaillons également donc, avec le consul honoraire d'Haïti, avec les associations haïtiennes, avec vous Yves, qui pour nous, de par vos multiples casquettes, c'est vrai. On essaie. Non, mais je le dis, vous faites partie de nos relais très importants ici. Et puis, nous travaillons aussi avec toutes les associations ou les organisations, comme on dit ici, non-profit, qui sont liées à la France et à la francophonie. Évidemment, le French Cultural Center, qui est une alliance française également. Évidemment, le lycée français. Et puis, n'oublions pas le lycée français de Providence également. Enfin, c'est en fait une école parce qu'il ne va pas jusqu'au lycée, mais ça s'appelle la French American School of Rhode Island, l'Alliance française de Rhode Island. Il y a également une très bonne école dans le Maine, l'école française du Maine. Et puis, une alliance française à Manchester, New Hampshire, une alliance française qui se développe beaucoup à Burlington, Vermont. Et puis, également, ce qu'on appelle les centres franco-américains, notamment le centre franco-américain de Lewiston, qui lui célèbre dans le Maine et qui lui célèbre l'héritage justement franco-américain du Maine. Donc en effet, pour nous, ces partenaires sont très importants et j'avoue qu'on, malgré tout, alors je dirais que malgré tout, notre travail au Consulat général de France, c'est quand même avant tout de défendre la culture française. Ça peut paraître un petit peu limitatif, mais c'est malgré tout la réalité. Les artistes contemporains que nous défendons, les auteurs, le cinéma. Encore que nous étendons, malgré tout, comme il y a des liens très forts avec notamment l'Afrique francophone et Haïti, nous avons aussi ce rôle de défendre les créateurs de là-bas, parce qu'ils n'ont pas forcément beaucoup de moyens. Par opposition, par exemple, à la Suisse ou au Québec, qui ont les moyens de défendre leurs créateurs, si vous voulez. Donc c'est vrai que la France, en quelque sorte, et notamment via l'Institut français, l'ancien Culture France, a décidé, a pris sur elle cette mission aussi de défendre les cultures du Sud. Et ça, c'est aussi les cultures francophones du Sud. Alors, il y a un moment de l'année où nous mettons d'autant plus l'accent sur la francophonie. Vous le savez, Yves, c'est le mois de la francophonie, c'est le mois de mars, où là, délibérément, nous travaillons quasiment uniquement en partenariat avec nos partenaires francophones. Le reste de l'année, c'est plus épisodique, ça arrive, mais pendant le mois de la francophonie, c'est sans arrêt. Et c'est un grand plaisir pour nous. C'est bien de rappeler le mois de la francophonie, parce qu'il y a 10 ans, il y avait seulement une semaine de la francophonie. Alors c'est vrai, vous savez, c'est drôle parce que pendant les 4 ans où je suis arrivée, où j'ai été ici, ça s'est accéléré. On est passé de la quinzaine au mois. Alors c'est très drôle parce qu'on se rend compte que c'est parfois difficile, tout simplement pour des raisons de programmation, de tout programmer pendant une semaine ou pendant un jour, ça se bouscule. Alors déjà, quand j'étais arrivée, on était passé à 2 semaines. Et puis pendant les 4 ans, on a glissé doucement vers le mois. Et je crois que ça a un sens de parler du mois. Plus, ça serait peut-être un peu exagéré, mais le mois, c'est bien, ça me plaît. Au niveau universitaire, au niveau des écoles secondaires, etc., comment vous intervenez au niveau du service culturel? Merci beaucoup pour cette question, parce que c'est vrai qu'on oublie souvent cette dimension, et je sais que vous y êtes très sensible, parce que vous êtes un grand partisan de l'immersion. Je sais que c'est une cause qui vous tient à cœur. Voilà. Alors, écoutez, je vais peut-être parler des deux séparément. Je vais d'abord parler du secondaire. Le secondaire m'apparaît comme quelque chose d'absolument essentiel, parce qu'on se rend bien compte que si les enfants n'apprennent pas le français ou ne s'intéressent pas au français lorsqu'ils sont en collège, au sens français, on est bien d'accord. Dès le plus jeune âge. Dès le plus jeune âge, c'est-à-dire ce qu'on appelle middle school ici. Et au lycée, il est évident pour moi que certains, évidemment, peuvent commencer au college, c'est-à-dire à l'université, mais quand même, c'est assez peu. Donc le combat pour le français, il commence avant l'université. Ce n'est pas tout simplement un point de vue, il y a quand même des études qui le prouvent. Qui le prouvent, oui.
Mais c'est quelque chose qui me tient à cœur profondément parce que je crois qu'on doit, nous, au consulat, on a ce devoir de faire un travail d'essaimage, de présence abondante auprès des professeurs de collèges et lycées qui sont souvent assez isolés. Malgré tout, l'espagnol… Alors le français, quand même, bonne nouvelle, est en bonne place. Il est quand même clairement en deuxième place. Enfin, après l'espagnol. Après l'espagnol, bien sûr. Et sa place ne me semble pas trop menacée pour le moment. Il y a certes l'émergence du chinois, les gens veulent apprendre le chinois, mais ils se rendent compte que finalement, l'investissement est tellement énorme pour le chinois que finalement le français garde sa popularité. Je comprends, mais quand même, pour le chinois, c'est un petit peu différent. C'est la langue qui coûte moins cher, je dirais, au district scolaire, parce que dans le cadre du programme US-China Relations, donc les professeurs viennent de la Chine et puis les activités sont financées par le gouvernement. La Chine. Alors vous avez raison. Écoutez, je ne veux pas dénigrer d'autres langues parce que moi je trouve que, si je veux être honnête, je trouve que ce qui est important c'est d'apprendre une langue, pas forcément le français, pour un petit Américain. Moi, j'essaye de le convaincre d'apprendre le français, bien sûr, mais une langue, c'est important. Et le chinois, c'est une langue que je ne connais absolument pas, que je trouve fascinante, et je ne veux pas dénigrer quoi que ce soit. Je pense, et c'est ce qui me rend optimiste pour le français, je vous dis pourquoi je suis optimiste. Je pense qu'un système qui est fondé uniquement sur un financement étranger, qui donc par définition peut s'interrompre en cas de vache maigre, et qui ne peut pas couvrir l'ensemble du territoire, d'une part, avec en plus des professeurs qui sont envoyés de Chine et donc qui ne sont pas forcément au fait de la psychologie américaine, des pratiques américaines. Je sais qu'il y a des problèmes de tout simplement d'intégration, même pour les profs. Et qui fait, moi, je l'ai entendu quand même assez souvent, il y a quand même des écoles qui déchantent, qui au départ se disent c'est une aubaine formidable, et puis après qui se rendent compte que finalement, il y a une déception. Il y a une déception parce que, encore une fois, le professeur ne s'adapte pas forcément aussi bien qu'on voudrait, parce que les élèves se rendent compte que leurs camarades qui apprennent l'espagnol progressent plus vite, ou le français justement progresse plus vite, et ils arrivent difficilement. Ça demande un investissement de travail considérable, avec évidemment la différence d'alphabet malgré tout. Donc voilà, moi je ne suis pas trop inquiète pour le français. Simplement, ce n'est pas parce que je ne suis pas trop inquiète que je ne veux pas me battre. Au contraire, ça veut dire qu'on a un terrain magnifique pour se battre. Et donc, j'ai une personne qui travaille avec moi sur l'éducatif au consulat qui s'appelle Magali Boutiot, qui était dans le Rhode Island. Qui était dans le Rhode Island avant, et qui est absolument remarquable et qui fait un travail que moi, en tant qu'attachée culturelle, je n'ai pas le temps de faire, bien sûr, même si parfois je l'accompagne, d'aller rendre visite aux écoles dans tout le Massachusetts, dans le Vermont, dans le Maine, dans le Rhode Island, qui est à la disposition des professeurs s'ils ont besoin d'elles. C'est vrai que nous, contrairement aux Chinois, on n'a pas beaucoup d'argent à mettre sur la table. J'ose même pas vous dire quel est notre budget, je crois que vous allez me rire au nez, donc je le garde pour moi. Notre budget est très faible, mais ce que nous avons en revanche, ce que nous avons à offrir, c'est notre énergie, notre volonté d'être sur le terrain en permanence, des conseils qui sont précieux. Nous avons malgré tout à offrir des formations, parce que ça, elles sont prises en charge au niveau central à Washington. Nous avons un budget pour les formations que nous offrons quasiment gratuitement aux professeurs et qui leur donnent des PDP, vous savez, des points de développement. Nous avons aussi la capacité d'organiser des concours qui permettent aux élèves de gagner des prix, de se mobiliser autour de projets. Nous avons aussi une lettre d'information qui paraît tous les mois, que nous envoyons électroniquement, et qui donne des informations sur tous les programmes que l'ambassade a à offrir, notamment des stages de formation aussi en France que nous offrons à certains professeurs, notamment des échanges de professeurs, notamment des possibilités d'appariement. Vous voyez, tout cela, c'est plus, c'est en nature, c'est pas en argent, mais c'est quand même un soutien très fort. Nous avons aussi une plateforme éducative avec des ressources qui se développent de plus en plus, qui est gérée depuis Washington. Et nous invitons aussi les professeurs à nous faire part de leurs bonnes pratiques pour que nous puissions les diffuser. Et ça, bon, cela dit,
l'AATF, l'association de American Association of Teachers of France, le fait aussi très bien. Et nous sommes là en appui de l'AATF. Hein. Nous ne voulons absolument pas prendre la place de l'AATF. Nous sommes là en soutien de l'AATF. Et puis, nous essayons aussi de faire des événements de ce qu'on appelle de réseautage en français, de networking. On offre des petits hors d'œuvre et puis un peu de vin pour que les profs puissent se rencontrer parce qu'ils sont assez isolés. Voilà, nous essayons vraiment d'entretenir une présence, un soutien. Nous donnons aussi des idées de sorties, hein, de field trips, comme on dit en anglais, hein, de sorties pour les élèves. Donc, et je sais, parce qu'on a reçu énormément de témoignages, que les professeurs apprécient énormément notre action. Encore une fois, même si nous n'avons pas beaucoup d'argent à distribuer, ils le comprennent. Ils apprécient cette action et ils nous trouvent très présents. Et pour eux, c'est important de sentir qu'ils ne sont pas tout seuls, qu'il y a qu'on les soutient. Dernière chose, je suis probablement trop longue, mais dernière chose que nous faisons, dès que nous savons que le français est menacé quelque part, nous organisons, moi je ne dirais pas que nous organisons parce que justement les Américains vous supportez. Nous soutenons parce que les Américains sont beaucoup plus doués que nous pour faire ce qu'on appelle le advocacy. Ils sont formidables. Moi, c'est quelque chose que j'apprends ici. Cet art de l'advocacy, c'est formidable. Ils fédèrent les parents, les élèves, les associations. Et nous, on arrive en plus, on avertit d'autres personnes éventuellement en cas de besoin. Et on soutient ces mouvements. Il y a peut-être l'exemple du Maine à rappeler que le français était menacé au niveau universitaire. Absolument. Nous avons été alertés par Mme Cooper du New Hampshire et par M. Pelletier, Ray Pelletier. Et là, ça a été pour nous quelque chose d'extraordinaire. Le français a été menacé comme major à UMaine Orono et nous avons soutenu. Encore une fois, je ne veux pas m'attribuer la réussite de cela parce que je crois que ça va beaucoup plus loin. Il y a une immense mobilisation, mais nous avons eu notre part aussi. Nous avons nous-mêmes alerté et le consul a écrit une belle lettre officielle. Et je dois dire que j'étais heureuse parce que toutes les langues n'ont pas pu être sauvées. Malheureusement, je crois que le major d'allemand n'a pas été sauvé, mais le major de français a été sauvé. Et ça, pour nous, ça a été une grande joie. Nous avons aussi une réussite à Cambridge, Massachusetts, où on envisageait de supprimer le français dans les middle school, au niveau middle school. Également à Westerly, Rhode Island. Et nous avons d'autres exemples comme ça, où les gens sont venus nous voir et nous ont dit, écoutez, on aimerait bien que vous nous souteniez. On a organisé déjà la protestation, mais vous avez votre place. Encore une fois, nous apportons une dimension officielle et qui est très importante pour les gens, une espèce de caution qui est importante. Malheureusement, et ça n'a pas été le cas à Boughton, où le français, comme vous le savez, depuis 3 ans. Je le sais, j'allais vous le dire, et je vais vous dire, malheureusement, nous n'avons pas été alertés à ce moment-là. En dépit d'une forte présence haïtienne. Voilà, j'ai trouvé ça aberrant. Je l'ai appris a posteriori. Là, c'est quelque chose, alors ça nous a échappé. Encore une fois, je n'ai pas la prétention de penser que si on avait été averti. Mais ça doit venir d'abord des parents. Hein. Mais voilà, c'est ce que vous dites. Si les parents ne se mobilisent pas. Et ça, vraiment, c'est quelque chose qui me peine énormément. Alors, j'avais entendu que peut-être les écoles publiques allaient mettre en place du français langue d'héritage, mais je n'ai pas l'impression que ce soit le cas. Non. C'est ce que m'avait dit la responsable des langues, à qui j'avais quand même posé la question. Et elle m'avait dit, on envisage de le faire, mais malheureusement, ça n'a pas été fait. Et je le regrette parce que, voilà, en tout cas, moi, je m'en vais, mais le consulat est toujours là. Hein, et si vous voulez éventuellement mobiliser des parents pour remettre le français à Brockton, faites-le nous savoir parce que vous aurez un soutien très fort. Au niveau universitaire, et comment vous travaillez avec les universités pour les étudiants qui veulent participer, suivre des cours de perfectionnement chez vous en France? Alors, nous, la coopération universitaire, il faut bien voir qu'il y a une priorité au niveau de l'ambassade de France, qui est une priorité qui est de développer des coopérations entre universités sur le long terme. Alors, il y a évidemment la défense de la langue française, mais disons que là, le travail, c'est un petit peu le même que celui qu'on fait dans le secondaire, c'est-à-dire le soutien au département de français, etc.
Mais il y a une autre dimension qu'on appelle, nous, la coopération universitaire. Et là, le sujet n'est pas tant de défendre la langue française, même si c'est le cas également, que de défendre l'excellence du système d'enseignement supérieur français et des collaborations de long terme entre d'excellentes universités américaines et d'excellentes universités françaises. Et donc là, notre rôle au niveau de l'université, donc il y a, oui, bien sûr, la défense de la langue, mais là encore, je vous dis, c'est dans la continuité de ce qu'on fait au niveau des écoles et des lycées. Mais très précisément, là, on essaye de développer des accords de partenariat. Alors, soit au niveau qu'on appelle undergraduate, hein, pour que des élèves aillent étudier en France, notamment aller passer, vous savez, ce qu'on appelle le junior year abroad, hein, l'année à l'étranger. Alors ça, on encourage ce genre d'accord. Il faut dire qu'il y en a déjà beaucoup. J'ai découvert qu'il y avait énormément de liens, en fait. C'est déjà le cas. Hein. Mais récemment, malgré tout, je m'inquiète un petit peu parce que la France perd un petit peu de terrain en termes de destination de study abroad. Et j'ai malgré tout la conviction que si on veut que ensuite les chercheurs au niveau master, PhD, postdoc collaborent ensemble, il faut souvent qu'ils aient eu une expérience de study abroad quand ils étaient plus jeunes. Je crois que les gens qui ont envie de revenir, enfin plutôt, les gens qui ont envie de travailler en France lorsqu'ils sont au niveau master, PhD, c'est très souvent des gens qui ont passé un semestre en France ou un été en France. Hein, vous avez aussi le merveilleux programme, les programmes d'été comme le programme de Tufts et de Loire. Vous avez, mais donc voilà, donc notre travail, c'est à la fois au niveau universitaire, c'est faire connaître les outils qui permettent le développement de collaboration universitaire et notamment des outils très puissants que nous avons. La bourse Chateaubriand qui permet à quelqu'un qui fait un PhD lié à la France d'aller étudier en France pendant 1 ou 2 semestres. Le programme Partner University France, qui est un programme qui permet de financer pendant 3 ans un début de coopération sur le long terme entre une université américaine et une université française. Et puis nous avons un très joli programme qui est né cette année, qui s'appelle les bourses Franklin, les bourses Benjamin Franklin. Vous savez que Benjamin Franklin était très francophile. Ces bourses Benjamin Franklin, elles sont extrêmement intelligentes. Pourquoi? Parce que ce qu'on a constaté... C'est au niveau universitaire. Undergraduate. Okay. Universitaire undergraduate. On a constaté que qu'il y avait de moins en moins de majors, de gens qui prenaient le major français. Alors on pourrait le déplorer, mais en fait, ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui prennent le français, soit en minor, soit en double major, à l'appui d'une autre discipline. Et finalement, on se rend compte que c'est tout à fait cohérent avec l'image qu'on veut donner de la France. C'est vrai qu'on a une culture extraordinaire, c'est vrai qu'on a une littérature extraordinaire et qu'on est très heureux que les Américains étudient nos grands auteurs. Mais la France est un pays extrêmement dynamique, innovant, moderne, avec des compétences, avec des grandes entreprises dans des secteurs... Qui sont d'ailleurs présentes ici. Dans le secteur aéronautique, électrique, enfin on a des géants. Areva dans le domaine nucléaire, on a des géants mondiaux. On a un grand dynamisme d'innovation dans les biotechnologies notamment, ce qui est le cas aussi à Boston, bien sûr. Et donc, on a aussi une très bonne école de sciences politiques. Donc, on veut faire comprendre aux Américains qu'apprendre le français, ce n'est pas seulement pour la culture, c'est aussi pour être plus compétitif sur le marché du travail. Et on est très heureux de voir que ces double majors se développent, ou ces minors, ou même il y a des gens qui prennent des certificates à l'appui d'autres disciplines. Et les bourses Franklin, justement, c'est fait pour cela. C'est fait pour offrir un séjour en France. Qui dure combien de temps? Qui dure, je crois, ça permet d'y aller. Alors écoutez, là, vous voyez, vous me posez une colle, il faudrait que je le vérifie et je vous le dirai. Je crois que c'est pour un semestre. Okay. Mais ça, je ne veux pas dire de bêtises. En tout cas, ça prend en charge totalement le séjour en France.
Et ça permet à une personne qui fait justement ce double major de se perfectionner dans la matière qui l'intéresse et aussi en langue française en allant en France. Voilà. Alors, au-delà de ça, si vous voulez, c'est vrai qu'il y a qu'il y a des cours d'été en université, notamment des cours de perfectionnement en langue française. Mais ça, c'est encore autre chose, dont on fait évidemment la publicité ici. Hein. Maintenant, quasiment toutes les grandes universités françaises ont des programmes d'été de langue et de civilisation française, et c'est très apprécié ici. Il y a beaucoup d'Américains qui se dirigent vers ces programmes. Mais là, encore une fois, ce n'est pas dans le cadre de la coopération universitaire. Vous voyez, c'est des choses qui sont, des services qui sont offerts par nos universités et que, bien sûr, on promeut. Et une dernière question sur l'aspect universitaire. Est-ce qu'il y a beaucoup de programmes d'échange entre les universités, c'est-à-dire des profs qui enseignent le français aux États-Unis, qui vont en France, et puis à l'inverse, des profs de la même université qui viennent passer un semestre ou bien une année ici? Oui, il y a pas mal de programmes d'échange. Encore une fois, je pense notamment à des programmes. Il y a un programme qui me vient à l'esprit entre University of New Hampshire et l'Université de Bourgogne, où il y a eu des échanges de professeurs. Alors, ce n'est pas tous les ans, hein, parce que c'est malgré tout compliqué à mettre en place. Il faut quand même en avoir conscience aussi pour la vie familiale. C'est pas facile. Alors souvent, tout simplement, on échange de maison. Hein, les gens viennent et puis les gens continuent à percevoir leur salaire. Il y a aussi des programmes d'échange entre BU et Paris 8 qui se développent. Alors, il y a évidemment Tufts et plusieurs universités parisiennes. Alors, les programmes d'échange, généralement, impliquent aussi bien des échanges d'élèves que des échanges de professeurs. Les échanges de professeurs, malgré tout, ne se déroulent pas aussi souvent qu'on pourrait le penser. Il y en a un aussi entre Harvard Law School et la Law School de Sciences Po, Paris, par exemple. Il y a aussi des professeurs qui viennent. Donc, ça arrive très souvent qu'il y ait des échanges, mais il faut aussi savoir qu'il y a aussi beaucoup de professeurs invités aux États-Unis sans qu'il y ait d'échange. Ça arrive aussi. Hein. Il n'y a pas forcément... je me suis rendu compte que les programmes d'échange, ce n'était pas ce qu'il y avait de plus courant. Il y a plus de professeurs invités que de programmes d'échange. Les Américains, je m'en suis rendu compte, vous me contredirez peut-être si j'ai tort, parfois n'aiment pas s'enfermer dans des programmes d'échange parce qu'ils ont besoin d'une compétence donnée. Et elle ne va pas forcément toujours exister dans l'université dans laquelle ils font des programmes d'échange. Et donc, du coup, ils aiment bien aussi avoir le choix. Oui, aussi des programmes d'échange, il y en a beaucoup entre URI et toutes sortes d'universités françaises, notamment Le Havre, Rennes, donc URI, University of Rhode Island, bien sûr. Voilà, donc il y a des programmes d'échange, mais j'ai remarqué que c'était rarement des programmes d'échange un à un, par exemple. Souvent, les universités américaines envoient des élèves en study abroad qui sont des élèves undergraduate et reçoivent en échange des élèves français qui sont souvent graduate et qui viennent pas forcément comme étudiants mais parfois comme lecteurs. Donc vous avez toutes sortes de configurations qui sont extrêmement différentes. Les programmes d'échange, il n'y en a pas un qui ressemble à l'autre, franchement. Parfois, vous avez aussi des programmes d'échange. Je sais que Smith College aussi a des programmes d'échange avec des universités françaises. Mais souvent, c'est 7 étudiants qui sont envoyés pour un qui vient ici. N'oubliez pas qu'un des obstacles aux échanges, c'est le coût des universités ici. Parce qu'évidemment, le coût de l'université en France n'est pas le même. Et donc, que les universités sont souvent réticentes à recevoir des étudiants qui représentent une forme de manque à gagner pour eux. Oui, même pour les universités publiques? Moins pour les universités publiques, mais même une université publique, mine de rien, ça coûte quand même $20 000 par an. C'est pas cher, entre guillemets, enfin, comparativement mais par rapport à la France où ça coûte moins de 1 000 euros, vous voyez bien la différence. Alors, l'université française qui a le plus réussi à développer des programmes d'échange, évidemment, c'est Sciences Po Paris, qui a développé un programme d'échange dans la région. Je crois qu'il y a une dizaine d'universités qui ont des programmes d'échange et des vrais programmes d'échange. Alors là où vraiment, on envoie un étudiant qui va étudier pendant 1 an
ou un semestre, et en échange, on reçoit un étudiant américain. Il y en a énormément, énormément. Sciences Po a eu une politique extrêmement active de développement d'échanges. Parler de la francophonie, de la langue française, c'est également se référer à l'Organisation internationale de la francophonie, c'est TV5 Monde, c'est le visage de la langue à travers le monde. Comment vous autres, au niveau du service culturel, vous travaillez avec l'OIF et TV5 Monde? Alors, écoutez, je vais être honnête avec vous, au niveau de Boston, on a des relations quand même assez espacées avec l'OIF, je le reconnais. Si vous voulez, mais même en général, comment vous dire, nous, le service culturel de Boston est une antenne du service central qui est basé à New York et Washington, enfin qui a deux jambes, il est basé un peu à New York, un peu à Washington. Et en ce qui concerne ces grosses organisations internationales, et même, vous voyez, l'Institut français, l'ancien Culture France, basé à Paris et qui s'occupe de faire venir des artistes, des écrivains dans le monde entier, eh bien, c'est souvent plutôt nos quartiers généraux qui sont en relation. New York et Washington. Vous voyez, nous, au niveau de Boston, on est assez peu en relation avec eux. Et vous me dites, donc vous me parliez de l'OIF, TV5 Monde, alors c'est un peu pareil. Bon, ils nous ont contactés un jour parce qu'ils voulaient faire justement une émission sur Boston, donc ils voulaient des conseils sur les gens interviewés. Et puis là, justement, je voulais quand même parler à votre public d'une opération dont on est extrêmement fiers et qui va se dérouler les 13, 14 et 15 septembre sur les pelouses du MIT. Ça s'appelle Films on the Green at MIT. Et nous allons projeter 3 soirées de suite des films français avec sous-titres, des films tout public. Hein, j'insiste là-dessus, les enfants peuvent y aller. On prend un petit pique-nique, on arrive à 7h30, voilà, on est rentré chez soi à 9h30. Ça fait un petit peu tard pour les enfants, mais le week-end, ils peuvent se coucher plus tard. Et TV5 Monde, justement, est un de nos gros sponsors parce que, comme vous le savez, ils ont développé très récemment avec Comcast un service de télévision à la demande avec des films très récents. Et justement, ils veulent promouvoir ce nouveau service et ils nous ont demandé donc, de le promouvoir et ils ont sponsorisé en échange notre magnifique festival. Et j'espère que beaucoup de membres de la communauté haïtienne viendront parce qu'on a choisi 3 films très, très sympathiques. Les Demoiselles de Rochefort, hein, qui est un classique avec Catherine Deneuve, 8 femmes de François Ozon, également d'ailleurs avec Catherine Deneuve, mais avec beaucoup d'autres femmes actrices très prestigieuses, et puis un film de Christophe Honoré qui s'appelle Les chansons d'amour. Et concernant TV5, et pour nos autres Haïtiens, le grand problème, c'est que les Haïtiens vous disent qu'ils ne se voient pas à travers TV5. Et quand il y a un tremblement de terre, un coup d'État en Haïti, etc., et il y a beaucoup de reportages sur TV5 concernant Haïti. Mais par exemple, les films haïtiens, on ne voit pas de films haïtiens sur TV5. Et il faut dire qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits pour les films africains, qui sont très présents. Mais Haïti, comme le principal pays de la francophonie en Amérique, on ne se voit pas. Alors là, écoutez, moi, il faudra que je vous donne un contact à TV5, mais peut-être même au quartier général. Je crois que c'est plutôt... Je ne sais même pas, aux États-Unis... Enfin, je suis prête. C'est Los Angeles. C'est Los Angeles. C'est Los Angeles qui décide pour les États-Unis, mais même pour le portefeuille de films, ça se décide probablement même plus haut à Paris. Et moi, je serais très heureuse, si vous le souhaitez, de vous mettre en relation avec des personnes qui pourraient entendre vos doléances, Yves. Quand il y a des ouvrages qui sont publiés par des maisons d'édition en France, c'est sûr, on voit Dania Ferrière sur TV5, et on voit d'autres auteurs haïtiens, mais quand même, la production littéraire haïtienne qui est assez riche, c'est-à-dire il y aurait quand même moyen d'avoir des émissions régulières sur la littérature haïtienne. Et ça pourrait attirer beaucoup plus d'Haïtiens, surtout aux États-Unis. Écoutez, moi vraiment, je me propose, si vous le souhaitez, hein, de vous mettre en relation avec des gens à TV5 Monde, parce que je pense que vous, comme on dit en anglais, excusez-moi, parce que je trouve que c'est une bonne expression, you make a point here. C'est un argument qui mérite d'être entendu, et notamment, je vous dis, au niveau du quartier général, parce que, encore une fois, TV5 Monde, c'est la francophonie au niveau mondial, et pas seulement au niveau américain, mais a fortiori, bien sûr, à Los Angeles, là où...
Eh bien, écoutez, moi, encore une fois, nous sommes en relation avec eux. Moi, je serais très heureuse de jouer les intermédiaires. Si vous le D'accord, parce qu'il souhaitez. y a beaucoup Voilà. d'Haïtiens qui reçoivent, et à travers Comcast et TV5, qui paient, etc. Mais ça pourrait Ils voudraient se augmenter. reconnaître mieux. Mais moi, je crois que c'est un argument qui mérite d'être porté et qui sera peut-être entendu, qui sait. D'accord. On a beaucoup parlé de la francophonie, de votre mission sans votre passion pour votre travail. Mais au point de vue personnel, maintenant, et après 4 ans, vous allez nous laisser. Est-ce que vous pensez que c'était trop court? 4 ans? Écoutez, quand on est heureux quelque part, c'est trop court. Mais moi, vous savez, je suis fonctionnaire de l'État français. Et puis, je suis donc extrêmement disciplinée. Et je trouve qu'il y a des règles qui sont en fait assez intelligentes, qui sont mises en place. Alors, après, est-ce que la bonne durée, c'est 3, 4, 5 ou 6 ans? Mais honnêtement, c'est l'épaisseur du trait, on est bien d'accord, parce qu'à l'échelle d'une vie, ce n'est pas grand-chose. Je crois qu'il y a quand même cette idée que lorsqu'on défend la culture française, la langue française au plus haut niveau, dans un pays étranger, il faut qu'on soit connecté à son propre pays. Encore une fois, nous représentons la France, nous sommes des fonctionnaires. Enfin, moi, il se trouve que je suis fonctionnaire titulaire, mais sinon, on peut être également des contractuels, mais au service de la collectivité française. Et donc, il me paraît important de ne pas oublier cela, de dire qu'on n'est pas propriétaire de son travail, de son job, hein, et que, voilà, on est envoyé en mission, c'est une mission, pour un certain nombre d'années. Encore une fois, oui, j'aurais bien aimé rester 5 ans, mais qu'est-ce que ça aurait changé fondamentalement? Pas grand-chose, il faut être honnête. Et par contre, j'adhère totalement à l'idée qu'il faut que les gens tournent. Je crois que c'est très important. C'est important parce qu'il faut maintenir le lien avec la France. C'est important parce qu'on a besoin d'un regard frais sur le travail. Une personne nouvelle aura une autre approche. Mais est-ce que généralement, voilà. après 4 ans, vous retournez en France parfois ou bien vous allez dans un autre pays? Alors, c'est généralement les gens qui sont nommés comme attachés culturels ont des profils très différents. C'est très différent des consuls. Les consuls, dans 95% des cas, sont des titulaires du ministère des Affaires étrangères. Donc, il y a des règles très très claires. Vous faites 2 postes à l'étranger, ensuite un poste en France, ensuite 2 postes à l'étranger, ensuite un poste en France. Voilà. Et puis c'est en général 3 ans, parfois 4. Voilà. Donc c'est totalement balisé. Les attachés culturels peuvent être des titulaires du ministère des Affaires étrangères. Je crois que c'est le cas de la personne qui va me succéder. Mais dans la plupart des cas, il s'agit soit de fonctionnaires d'autres ministères, donc qui n'ont pas ministère de l'Éducation nationale, ou bien de la culture, ministère de la Culture. Moi, il se trouve que, vous savez quoi, vous ne devinerez jamais de quel ministère je viens. Je viens du ministère des Finances. Vous imaginez, ah bon? Comme votre économiste. Voilà. Je viens du ministère des Finances. Mais j'ai beaucoup travaillé au ministère de la Culture également. Mais vous voyez, on peut venir de n'importe quel ministère. Et également, on peut venir tout simplement du monde de la culture sans être fonctionnaire titulaire aussi. Et dans ce cas-là, on est envoyé pour 3, 4 ans. Et puis après, donc qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, c'est très variable. Il y a des gens qui reviennent dans leur ministère d'origine. Il y a des gens qui demandent un 2e poste à l'étranger dans la suite. Mais c'est la même règle que pour les consuls. On n'a pas le droit à plus de 2 postes de suite. Voilà. Oui, mais quand même, ça bouleverse la vie familiale. C'est vrai, mais c'est un choix. Les gens font ces choix. Et on ne peut pas se plaindre de cela si on fait ce choix-là. Moi, je suis, vous savez, je suis pour une éthique de responsabilité. Je pense que c'est trop facile de se plaindre et de rejeter la faute sur les autres et qu'il faut assumer ses choix. Et moi, je crois que c'est très important et je le fais. Oui, mais par exemple, pour les enfants qui ont des amis pendant 3 ans, 4 ans à l'école, bon, et pour vous, c'est différent en tant qu'adulte, mais pour un enfant, ça brise le cœur parfois. Hein. C'est tout à fait vrai ce que vous dites, mais bon, il faut le savoir avant de partir, on ne peut pas se plaindre après, malgré tout, vous voyez. Ou bien sinon, vous savez, en tant qu'expatrié, on a aussi des privilèges, on a des indemnités qui sont généreuses pour nous permettre de nous adapter dans un pays. On ne peut pas prétendre toute sa vie à les avoir une fois qu'on est, si
si on s'incruste en quelque sorte dans le pays. Non, je crois qu'il y a une logique de représentation de son pays à l'étranger. Il faut, voilà, ou bien vous acceptez de jouer le jeu, ou bien vous ne le faites pas, tout simplement. Et une dernière question, et Madame Miller, vos meilleurs, je ne dis pas vos meilleurs souvenirs pendant 4 ans dans la région. Ah, écoutez, il y en a tellement. J'ai peur de. Enfin, je ne sais pas si des gens qui me connaissent m'écouteront, mais je ne veux vexer personne. Mais j'ai vraiment adoré la possibilité, par exemple, de faire venir Francis Huster à Boston lorsqu'il a joué La Peste. Ça a été. Et puis, je ne vous dirai pas l'angoisse qu'on a eue parce que figurez-vous qu'une semaine, 10 jours avant son arrivée, on nous a été notifié un refus de visa américain. Ah bon? Et on a réussi, notamment grâce à notre partenaire de la French Theatrical Foundation, Ross Mitchell, et à une auxiliaire de Barney Frank, à retourner la décision. Mais vous imaginez, toutes les places étaient réservées au Modern Theatre. On avait 400 places prises. Et on se voyait annoncer, ben non, Francis Huster ne peut pas venir, il n'a pas de visa. J'étais dans tous mes états. Et finalement, ça s'est merveilleusement passé. Ça a été vraiment un très beau souvenir. Une des choses dont je suis vraiment très fière, c'est aussi, vous connaissez bien le programme French Heritage, qui s'est développé à New York et à Miami, hein, notamment dans la communauté haïtienne et d'Afrique de l'Ouest. Il commence à se développer ici. Vous savez qu'il y a à Dorchester un programme avec la FAB qui se développe. Mais moi, j'avais la conviction, j'avais la certitude que ce programme pouvait être adapté pour les populations franco-américaines et notamment dans le Maine. J'avais cette certitude ancrée en moi et pour moi, c'est merveilleux de voir que, voilà, avant mon départ, là, en janvier 2012, un programme s'est développé dans le Maine, French Heritage Maine. Ça, pour moi, c'est aussi, je ne dirais pas que c'est un souvenir, mais c'est une fierté pour moi. C'est vraiment une fierté. Voilà, et puis sinon, là, les bons souvenirs, j'en ai tellement. Je suis très, très fière du Boston French Film Festival qui se déroule tous les étés au MFA. Je trouve qu'à chaque fois, je passe des après-midi au cinéma. Ça me rappelle le temps où j'étais étudiante et où je me sauvais de mes cours pour aller passer 2 séances de suite dans les cinémas du quartier latin. C'est un grand plaisir aussi pour moi, mais tellement de choses. La venue de Boltanski, ça a été extraordinaire, vraiment la venue de Léos Carax aussi. Mais il y a eu tellement de choses. J'ai peur d'oublier des choses merveilleuses et de vexer des gens en ne citant pas certains événements, mais voilà, pour moi, ça a été merveilleux. Donc, je profite de l'occasion et pour vous remercier l'apport que j'avais reçu quand je devais préparer le documentaire sur les programmes d'immersion de Milton et de Holliston. Alors, c'est vrai, un de mes meilleurs souvenirs, c'est d'arriver dans ces classes. Alors, je vous assure, j'avais les larmes aux yeux. De voir ces enfants qui ont quel âge qui commencent en first grade, ils ont 6 ans, et qui arrivent en CM2 et qui parlent tellement bien le français. Ouais, j'étais là-bas et peut-être 4 mois. Vous êtes allé et ça m'amène les larmes aux yeux. Quand je vois ces enfants qui parlent si bien le français à Milton et à Holliston, ça c'est extraordinaire. Vraiment. Eh bien, au nom de la communauté haïtienne, Madame Miller, merci de votre participation et je vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup Yves, merci de m'avoir invité. Eh bien, mesdames, messieurs, ainsi s'achève cette édition de Caméra Mosaïque. Notre invitée aujourd'hui, Madame Anne Miller. Pendant 4 ans, elle était responsable des services culturels de la France en Nouvelle-Angleterre. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. OK? Bon.